je ne vous vois plus. J'ai reconnu la voix du député-maire honoraire qui n'est pas sage. C'est mieux. Depuis quelques jours, ils se disent qu'ils vont finir par me faire avouer, mais je n'avouerai rien du tout avec ces lumières-là. C'est épouvantable. Mesdames et messieurs, monsieur le sous-préfet, tout d'abord, merci de votre présence ce soir. Ça fait chaud au cœur à l'ensemble des élus et je dois dire que ça me fait chaud au cœur aussi. Madame la sénatrice, monsieur le sénateur, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les maires adjoints, membres de conseils municipaux, présidents d'associations, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, comme ça, je ne suis sûr de n'oublier personne. Monsieur le député-maire honoraire, cher Michel, qui s'est mis dans le fond de la salle, c'est jamais bon signe quand il se met dans le fond de la salle comme ça. C'est pour moi des cérémonies de vœux, vous l'imaginez bien, un peu particulières, dans la mesure où j'ai annoncé il y a quelques jours dans la presse que je ne solliciterai pas un 5e mandat de maire de Flers. Donc un peu particulier. Merci à vous tous d'avoir bravé la froidure, d'être présents si nombreuses et si nombreux ce soir. C'est une image qui restera pour moi quelque chose d'important. Alors, j'ai de temps en temps un sourire dans les cérémonies de vœux, puisque les uns et les autres se fendent d'un mot gentil à mon endroit, et je leur dis je ne quitte pas Flers, je vais bien, et donc l'éloge funèbre n'est pas vraiment nécessaire, ni absolu. Pour autant, si vous saviez comme ça me fait plaisir que vous soyez tous présents ce soir. On va essayer de faire des vœux familiaux, de se tenir dans un délai d'1h, 1h20, et pas plus, pour qu'on puisse, parce que c'est sans doute l'essentiel, ensuite discuter les uns avec les autres, parce que ces vœux, c'est quand même des moments de retrouvailles, et c'est des moments qui doivent permettre de resserrer les liens du bocage. Je vous propose d'organiser la soirée en 3 parties. Une partie qui est un petit film sur les réalisations 2025, je ne veux pas parler de trop. Ensuite, je dirai évidemment quelques mots sur les orientations générales 2026 et au-delà de la ville de Flers et de Flers-Aglo. Et puis, enfin, et c'est traditionnel dans ces cérémonies, on procédera à la remise des trophées, des 4 trophées de l'Aglo pour 2025. Je vous propose de regarder le petit film.
Vous êtes toujours là? Moi, j'ai un mur noir devant moi. Là, donc, on en fait des choses dans une année quand même. Et on n'a pas tout mis. Donc ça veut dire quand même qu'il y a un dynamisme, une attractivité sur notre territoire qui ne se dément pas. Et je voudrais vous parler de 2026, des projets, plus exactement des dossiers qui sont aujourd'hui en cours. Je voudrais commencer par vous dire qu'à mon sens, la puissance et la richesse de notre territoire, c'est son articulation avec son agglomération. C'est son articulation avec ses communes. Ces 42 communes, ces 55 000 habitants, c'est une équipe qui structure le territoire, qui prépare son avenir, qui conserve ses industries. Et je veux remercier les très nombreux, j'ai peut-être pas vu tout le monde, maires des communes membres de l'agglo qui sont aujourd'hui présents ce soir, parce que j'y vois un signe de notre capacité à dépasser toutes les différences et à s'unir pour le territoire. C'est vrai parce que l'intercommunalité n'est pas là pour remplacer les communes ou les diriger. C'est l'intercommunalité qui est au service des communes et pas l'inverse. Pour une raison très simple, c'est que ce sont les communes qui ont décidé d'adhérer, qui ont transféré des compétences, et donc le devoir de l'intercommunalité, c'est d'être absolument au service des communes. Au service des communes, ça veut aussi dire de dépasser, j'allais dire, les compétences statutaires de Flair Agglo, c'est-à-dire de se mettre au service de projets qui sont aussi des projets purement municipaux. C'est le cas pour le maintien des commerces en milieu rural, c'est le cas à Belloux, c'est le cas à Saint-Clair, c'est le cas au Grès. On a eu un problème et on a rebondi, le maire du Grès a rebondi immédiatement. C'est le cas, monsieur le maire de Briouze, pour les projets que les services sous votre autorité technique sur Briouze, qui sont des projets briouzains, mais que l'agglo va évidemment venir aider. Je pense que le maintien du commerce en milieu rural, c'est une affaire extrêmement importante. C'est l'une des raisons pour lesquelles jamais je n'ai accepté, même si on me le proposait souvent, que l'intercommunalité vienne sur des fonctions de pure proximité. C'est la raison pour laquelle je n'ai jamais souhaité que les écoles viennent en compétence de l'agglomération. Je pense que les écoles, c'est des affaires communales. Il en va ainsi de la voirie. Mais l'agglo doit être au service de ces communes. C'est vrai aussi lorsque il s'agit d'aider une commune techniquement à réaliser un projet complexe. On sait très bien que les communes rurales, et ce n'est pas du tout négatif dans mon esprit, n'ont pas forcément les services qui leur permettent de techniquer des projets complexes. C'est le cas par exemple de la résorption d'une friche, l'ancien presbytère, à Caligny, pour en faire un gîte d'affaires, ce qui est tout à fait réaliste avec la proximité de Normande Innove. J'en profite pour saluer monsieur le maire de Caligny. C'est le cas aussi, madame le maire de Landizac, pour le projet de randonnée, de circuit de randonnée autour du plan d'eau de la Visance. Alors nous avons, il y a quelques années, je pense que ce serait beaucoup plus compliqué aujourd'hui, non pas reconstruit, mais construit un nouveau barrage sur le plan d'eau de la Visance. L'objectif était d'assurer l'autonomie en eau brute et donc en eau potable de l'ouest du département. Mais pour autant, on va essayer d'en faire aussi un outil touristique et ce sera la création d'un circuit de randonnée. Chez vous, madame le maire de Landizac, et bien entendu, à Saint-Paul, je salue le maire de Saint-Paul que j'ai vu aussi, et sur Chanu. Et puis on a des gros chantiers, j'y reviendrai
plus avant sur les problèmes environnementaux, de lutte contre le réchauffement climatique, etc. Alors, il y a beaucoup de dispositifs, ils sont souvent techniques, trop techniques à mon goût, et quand on peut mettre 400 000 € pour remettre en service la station d'épuration de Banvouge, je salue le maire de Banvouge que j'ai vu aussi, je pense qu'on a fait plus pour l'environnement que de longs discours. Et donc, c'est aussi la puissance de l'agglo que d'aller aider les communes pour des investissements que, de toute manière, elles ne seraient pas en situation de conduire financièrement. C'est vrai aussi pour les aménagements de bourgs, soit à la demande des communes, on les traite à titre de maître d'œuvre avec le bureau d'études de Flair-Agglo, soit, où on vient les subventionner avec des fonds de concours. C'est vrai sur Athis-Val-de-Rouvre, j'ai vu Alain tout à l'heure. Athis-Val-de-Rouvre, c'est aussi Ségris, c'est aussi la Carneille, mais c'est vrai aussi pour les très gros aménagements de sécurisation entre la Cité des Mines et le bourg de Saint-Clair-de-Hallouze. Et je salue aussi le maire de Saint-Clair-de-Hallouze que j'ai vu. Je voulais commencer par ça, parce que je pense que c'est le cœur du moteur. Si l'agglo fonctionne, s'il y a un bon équilibre entre la technicité de l'agglo et les demandes des communes, si on reste tous, moi-même évidemment, les vice-présidents, mais aussi les services, à l'écoute de nos communes, alors ça fonctionne. Pour autant, on ne peut pas se contenter des projets purement locaux. Il y a des projets qui structurent le territoire et qui ne peuvent être conduits qu'à l'échelle de l'agglomération. Je ne vais pas les prendre tous, mais je vais en prendre simplement deux, le plan Caillon et le complexe cinématographique. S'agissant du plan Caillon, il s'agit de quoi? Il s'agit de la réhabilitation, on y est depuis des années, je voudrais saluer Michael Gauthier que j'ai vu dans cette salle, depuis des années de transformer la friche industrielle qui est la Blanchardrière et la Butte aux Loups, c'est-à-dire les anciens établissements Forestia, qu'on a réussi, et heureusement, j'y reviendrai, à transférer sur le plateau de Caligny. On a fait beaucoup de choses. On a réhabilité la rue du Parc, on a réhabilité la partie de la rue de la Fonderie qui va rester existante. On a réouvert le plan Caillon, qui est la petite rivière qui traverse cette zone. On l'a renaturé, on a refait des berges qu'on appelle des ripsiciles. On a fait quelque chose qui deviendra un lieu de vie en cœur de ville. Et on va permettre là le transfert des établissements Leclerc qui sont aujourd'hui au chausse-pied, rue de la Chaussée, avec aucune possibilité de transformer l'outil en outil, j'allais dire, d'avenir. Les travaux de la rue d'Urmeyer, on en a fait la moitié. L'autre moitié commencera le 2 février, c'est-à-dire la partie qui va de l'Ibis Style jusqu'au pont de Domfront. Et le permis de Leclerc est déposé et on cible, mais je ne veux pas parler à la place de Michael, une ouverture courant 2028. S'agissant, alors un projet comme celui-là, le plan Caillon, c'est quand même des années de travail, de procédures, et c'est des sommes investies qui sont du privé très important et du public très important. Donc ça ne se conduit pas, même avec les finances de la ville de Flers. Ça se conduit obligatoirement avec les finances de l'agglo. Sur le complexe cinématographique, comme vous l'avez vu, on a totalement changé la géométrie de la place du 14 juillet. Alors de temps en temps, on me dit « mais c'est un demi-rond-point ». Ce n'est pas un rond-point puisqu'on ne fait pas le tour. Donc déjà, on a simplement dévoyé la voie. Et je l'assume parce que je pense qu'en plein cœur de ville, il faut tomber à 30 à l'heure. Et ça viendra aussi diminuer
le nombre de gros porteurs, de semi-remorques, qui s'aventurent encore en ville alors qu'ils n'ont pas le droit de le faire et que la rocade a été faite pour qu'ils ne le fassent pas. Mais on n'a pas fait ça simplement pour refaire une place. On a fait ça pour desservir un complexe cinématographique de plein cœur de ville. La pratique de ce type de complexe, dans les 20 dernières années, c'est d'aller se mettre dans la périphérie des villes. Moi, je n'ai pas souhaité, avec le conseil municipal, que l'on fasse cela. J'ai souhaité que l'on renforce l'attractivité du cœur de ville de Flers, qui est le poumon du bocage. Et donc, ce complexe cinématographique va sortir de terre. Il n'y a aucun sujet là-dessus. On avait des petits problèmes de stabilité des sols et donc d'étude des sols, mais c'est une affaire qui est réglée. Et on va pouvoir finir tout cet environnement. Et l'une de mes grandes fiertés, mais je la partage avec Madame la sénatrice, ce sera de faire en sorte que la fin de cet aménagement, c'est-à-dire la création d'une voie nouvelle de plein cœur de ville entre la rue du 14 juillet et la rue de la Chaussée, soit, je vais le proposer au conseil municipal, je n'ai aucun doute sur le vote du conseil municipal, soit une voie nouvelle Annette-Lajon. Vous vous souvenez de cette dame ? Vous vous souvenez tous de cette, j'allais dire, de cette grande dame, parce que ça la faisait sourire avec son 1,50 m, dernière résistante de l'Orne, résistante à 11 ans. Elle a toujours été avec nous, je l'ai toujours vue travailler avec les jeunes, témoigner, venir, même dans des périodes du Covid, au monument aux morts, où je lui disais « mais Annette, c'est pas raisonnable ». Et elle me regardait avec un œil malicieux en me disant « tu sais Yves, j'ai pris des risques beaucoup plus importants, c'est pas le Covid qui va m'arrêter ». Je pense qu'on peut, et vous vous souvenez de cette cérémonie, le coup de cœur, la remise du drapeau par Nathalie, je pense qu'on peut faire ça pour cette grande dame. Alors, je vous ai dit, le cœur du réacteur, c'est la bonne entente entre la ville et l'agglo. Après, il y a des très gros projets qu'on ne peut pas porter simplement avec les communes. Puis on a quand même un objectif, parce qu'on ne fait pas de la gestion locale comme ça, au jour le jour, sans se fixer des objectifs dans le temps, à 15 ans, à 20 ans. Cet objectif-là, c'est de fixer la population. On a un vrai sujet dans le département de l'Orne, puisque, et je dis ça sans aucune critique pour personne naturellement, ce serait stupide de ma part, mais on a quand même un sujet de diminution drastique de la population, de vieillissement de la population, et si c'était partout, on se dirait c'est partout, mais malheureusement ce n'est pas partout. Il y a des départements qui ont réussi à stabiliser leur population, voire qui en gagnent un peu, c'est le cas du Calvados, et nous, on n'y arrive pas. Moi, l'objectif que je me suis fixé avec l'ensemble des collègues élus dans cette salle depuis des années, c'est d'arriver à stabiliser la population. Alors, on a des résultats qui sont plutôt bons cette année, avec une moindre perte que d'autres secteurs dans le département, mais on ne réjouit pas. Hein. Et puis on a enfin une courbe inversée sur la ville de Flers qui, elle, regagne des habitants. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et ça nécessite un travail de fond permanent avec une mise de fonds financière importante pour l'amélioration de l'offre de logement sur le territoire. Je vais vous donner quelques exemples chiffrés. 2025. En 2025, on a aidé sur le territoire la réhabilitation de 178 logements et ça a généré 8,5 millions d'euros de travaux. Vous me demandez pourquoi il nous indique le chiffre. Le chiffre, c'est le chiffre pour nos entreprises. Parce que ce sont des travaux qui, évidemment,
Ce sont des propriétaires qui vont aller recruter des entreprises dans un rayon de 10 à 15 km. C'est donc extrêmement important. On peut donner des exemples. La nouvelle résidence du Trésor, qui est l'ex-trésorerie rue Guy Mollet à Flers, 6 logements. La résidence Monge, c'est la rénovation, je crois, de 42 logements sur 2 bâtiments. C'est un investissement privé par Nexity sur le quartier Saint-Michel en face de l'école des Vallées de 44 logements dont les travaux vont commencer mi-février, c'est-à-dire demain. C'est aussi 37 logements qui vont sortir de terre, rue Simon, à l'endroit de l'ancienne redingote qui a malheureusement brûlé, et pour les vieux flériens, à l'endroit des établissements Varin. On n'arrive pas à ça sans une connaissance fine du territoire, sans un guichet d'entrée qui permette aux investisseurs de savoir à quelle sauce ils vont être mangés et quel type de subvention ils vont avoir. Je salue Michel Dumaine, le maire de Messé, qui, en tant que premier vice-président de l'Agglo, conduit ces dossiers. Et, mesdames et messieurs, ce sont des subventions qui peuvent, sur un projet immobilier, dépasser les 50% du coût de ce projet. Donc on est sur des choses extrêmement importantes, on n'est pas du tout sur de l'anecdotique. Dernier projet, ce n'est pas vraiment le dernier d'ailleurs, mais autre projet en matière d'habitat, le devenir du quartier du Pont-Ferron. Parce que quand je vous parle du transfert du Leclerc, ça pose la question de qu'est-ce que le Leclerc actuel devient sur le quartier du Pont-Ferron. Alors, le quartier du Pont-Ferron a énormément bougé. On a détruit un certain nombre d'immeubles qui ne pouvaient pas être réhabilités. Et là encore, on a un projet combiné. Flers Agglo, Ville de Flers, Orne Habitat, Logicia et bien entendu des discussions avec M. Gauthier, que je remercie une fois de plus, sur qu'est-ce que ce quartier-là devient. On est très avancé, on va avoir dans les mois qui viennent la démolition du petit quartier des Landelles, et on va procéder à la reconstruction de ce que les vieux flériens appellent la halte garderie du Pont-Ferron pour basculer cet établissement de l'autre côté, côté Intermarché, côté Sonacotra. Et on profitera aussi évidemment de tout ça, j'en dirai 2 mots tout à l'heure, parce qu'il faut toujours y penser, pour améliorer l'environnement, réouvrir la verre et revégétaliser l'ensemble du quartier. Toujours dans la même veine, ou la même idée, les opérations très importantes de renouvellement urbain du quartier Saint-Michel. Ce sont des choses longues, ce sont des choses qui nécessitent des études, qui nécessitent des approbations, des allers-retours avec l'ensemble des financeurs. Mesdames et messieurs, une affaire comme ça, tous financeurs confondus, c'est 55 millions d'euros. Donc on est quand même sur des choses substantielles. On va cette année, alors là les choses ont bien bougé, vous avez vu tout à l'heure les rénovations avec la création de balcons sur les immeubles, ça a quand même une autre tête, et puis pour les gens qui y habitent, ce n'est pas la même chose. On va finaliser, c'est quasiment fait, la rénovation du centre commercial, et on va poursuivre en habitat la rénovation des 80 logements de la résidence Foucault. Donc les gens ont, ça y est, le sentiment qu'il se passe des choses nettes et claires sur le quartier. On leur en a parlé pendant des années. Évidemment, il a fallu faire toutes les études, trouver tous les financements. Imaginez à 55 millions d'euros, ça discute un petit peu. Mais là, les choses sont vraiment parties. Nous, cette année, Flers Agglo, on va aménager la place urbaine au premier trimestre 2026 et on va lancer avec le concours Madame la conseillère régionale de la foncière de la région, j'en remercie la région, la construction d'une boulangerie qui va venir complémenter
l'ensemble commercial à partir du premier trimestre 2026. Quand on détruit des immeubles, on en reconstruit. Ou plus exactement, on reconstruit des logements qui sont au goût du jour, c'est-à-dire soit des petites maisons, soit des tout petits immeubles avec un seul étage. C'est ce que nous allons faire en face de l'hôpital Monod, où Ornhabitat va construire 18 logements. Les travaux vont commencer au deuxième trimestre 2026. Et c'est ce que nous allons faire à la Bissonnière. La Bissonnière, pour ceux qui ne voient pas où c'est devant le Squatch. Il y a une très, très grande championne de squash dans cette salle, donc je ne vais pas plus loin. 33 logements par Logicia, avec des logements évidemment de très haute qualité environnementale. Donc voilà, je déroule un peu la pelote des institutions qui marchent, des grands projets, de la fixation de la population. Et pour fixer de la population, il faut aussi améliorer l'offre de services. Si on n'améliore pas de manière continue l'offre de services sur le territoire, c'est plus compliqué. Un projet maintenant totalement abouti, qui doit passer dans quelques jours en préfecture, la création d'un crématorium à la Lande-Patrie. Alors, ce n'est pas très gai, vous allez me dire, je sais bien, mais moi, j'avais remarqué depuis longtemps qu'il y avait un vrai sujet pour les familles qui devaient attendre longtemps. Aller à Argentan, aller à Villedieu, aller à Caen, et c'était compliqué. Donc je me suis rapproché de professionnels du métier, dont Jacques, pour dire qu'est-ce qu'on peut faire. Et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est assez simple, il fallait lancer une procédure complexe de délégation de services publics, et puis voir si on allait avoir des réponses. On a eu plusieurs réponses, en particulier une réponse locale de la Manche, d'un professionnel de la Manche, qui a été, au terme d'une longue procédure, retenu. Je veux remercier Monsieur le maire de la Lande-Patrie et son conseil, parce que, évidemment, ce n'est pas forcément des équipements qui sont faciles à accueillir. Ça a été fait dans une très très bonne intelligence, à tel point, et c'est quand même assez rare, que le commissaire enquêteur qui était mandaté par la présidente du tribunal administratif de Caen a fini par me dire « Moi, j'ai aucune remarque, tout est parfait ». J'avais encore jamais vu ça, parce que généralement, dans une enquête publique, vous avez quand même ceci, cela qui ne va pas ou à corriger, aucune remarque. Donc c'est vraiment un service de plus pour le bocage et pour les familles. Je le fais sans transition parce que je n'en trouve pas. Dans ces cas-là, il vaut mieux pas essayer plutôt que de faire une transition foireuse. Il vaut mieux dire qu'on le fait sans transition. C'est la rénovation ici. En fait, on a une très belle salle, mais tout ça vieillit. L'esplanade François Mitterrand vieillit beaucoup, les matériaux s'altèrent. Et vous avez bien vu en arrivant que la salle est magnifique, mais qu'il n'y a pas d'accueil. Donc on est en train de regarder les choses, remanier le centre Chaudeur, c'est-à-dire la médiathèque, remanier l'esplanade François Mitterrand et, tout en restant raisonnable dans les sommes exposées, faire en sorte que ici le forum puisse continuer à être modernisé pour rester la belle salle qu'elle est. Les services, c'est aussi la petite enfance. Moi, je vois bien, alors on nous dit le solde naturel, c'est-à-dire le nombre de gamins baisse dans l'Orne. Oui, mais il baisse aussi parce qu'on n'a pas les structures pour accueillir les gamins. Et ou alors, c'est beaucoup trop cher. Et quand l'un des deux parents est obligé d'y passer sa paye, ça ne vous incite pas, une fois que vous avez fait le premier, à faire le deuxième. Et donc, il y a un vrai sujet. Et donc, on va agrandir la crèche Farandole. Je remercie Madame le maire de La Selle-la-Forge qui s'occupe en tant que vice-président excellemment de ces affaires.
au sein de la maison d'activité Saint-Michel. Ça vient aussi complémenter tout ce qu'on fait sur le quartier Saint-Michel. Enfin, belle initiative, on est en train de créer, je crois, un espace unique dans lequel il y aura un restaurant d'insertion, un studio d'enregistrement, une salle de spectacle, des résidences d'artistes, des services d'accompagnement à l'emploi sur l'ancienne usine thermocoax de Saint-Georges-des-Groseilliers au Pré-Neuf. Et on fait ça avec les services de la direction de l'attractivité du territoire sous l'autorité de Youssef Zeniter, mais on fait ça de manière extrêmement innovante. Je pense que derrière moi, vous avez des images de murs en paille. Et ces chantiers de murs en paille porteurs, c'est le plus grand chantier de France qui aboutira à une certification de ce type de mur. Et ce sont des expériences qu'on mène avec des entreprises locales. On a donc là quelque chose d'assez exceptionnel. Moi, je suis assez baba. Quand on m'a dit on va reprendre cette usine, on va refaire des planchers bois partout, alors que c'était des dalles béton. Et les planchers bois, on ne va pas les acheter parce qu'on va venir les chercher sur les immeubles démolis au Pont-Ferron. Quand même, oser. Et puis c'est une technicité. Et ça marche absolument. Merci à toutes celles et tous ceux qui conduisent ce beau projet sur Saint-Georges-des-Groseilliers. Et puis enfin, nous sommes décidés, parce qu'on en voyait le besoin, à créer un lieu de ressources sur la Ferté-Macé qui regroupera la Maison France Service que nous avons créée, qui regroupera les services de l'Office du tourisme et qui regroupera, parce qu'il faut fixer la population sur la Ferté-Macé, c'est absolument indispensable, c'est la ville la plus sensible de ce point de vue-là, qui regroupera l'office, le service d'habitat et de commerce, qui mettra en œuvre l'opération programmée d'amélioration de l'habitat RU, c'est-à-dire la plus forte opération possible, qui est totalement calquée sur celle de Flers pour avoir la puissance de celle de Flers sur la Ferté-Macé. On ne peut pas évidemment parler de services au public sans parler non pas de la reconstruction de la mairie, comme disent les gens, mais de la construction d'un hôtel communautaire et d'un hôtel de ville. Pourquoi hôtel communautaire et hôtel de ville ? Parce qu'aujourd'hui, nous avons 500 agents qui sont totalement mutualisés. Si je pousse un peu le trait, je vous dis qu'il reste à Flers ses voiries et son état civil. Et tout le reste est mutualisé. Donc de toute manière, on ne peut faire qu'un projet de ce type. Si on avait décidé simplement de reconstruire à l'identique, on serait déjà dedans. Mais le projet n'est pas du tout de cette nature. En réalité, on va passer de 1800 mètres carrés à 3500 mètres carrés avec des fonctionnalités totalement différentes. Et je pense que vous avez un petit film d'animation qui vous montre exactement les choses. La consultation des entreprises aura lieu à partir d'avril 2026. Je pense qu'on pourra commencer les travaux en toute fin d'année et on en a pour 15 mois, donc il faut compter être dedans en 2028. Vous allez me dire, c'est très long. Oui, ça a été long parce que site classé, monument historique, parce qu'au début, naturellement, et c'était bien normal, enquête judiciaire, etc., les négociations avec les assurances, etc., mais aussi et surtout, quel projet ? Et le projet, il met du temps à maturer et il met du temps à être financé. Et ce que je ne voulais pas, c'est que le mandat qui va s'ouvrir à l'agglo ou à la ville souffre d'un fléchage excessif de capitaux sur ce grand projet. Et donc on a provisionné et on a regardé comment les choses vont se faire. Et comme on s'est laissé du temps, c'est une affaire à 12, je dirais plutôt 13 millions d'euros quand même. Comme on s'est laissé du temps, on ne va pas être obligé de mettre tout notre argent dans ce projet-là sur le mandat qui va s'ouvrir d'ici 2 mois.
Je veux quand même ici, je l'ai fait hier devant eux, remercier l'ensemble des services qui auront quand même travaillé plusieurs années dans des conditions dégradées, sans rien dire et en comprenant quelles étaient nos nécessités. Je veux remercier l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de la ville et de l'agglo, quel que soit leur métier, quelle que soit leur direction, en vous disant, mesdames et messieurs, que quelquefois on a une fausse idée de ce que ces gens-là font. Ce sont des gens qui en réalité travaillent beaucoup et sans eux, il n'y aurait pas de collectivité territoriale qui fonctionnerait. Alors je l'évoquais tout à l'heure à propos de la remise à niveau, en réalité la réfection totale de la station d'épuration de Banvou. Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui, à chaque fois qu'on a un projet, penser est-ce que ce projet vient porter atteinte à l'environnement? Est-ce qu'on peut l'améliorer? Qu'est-ce qu'on peut faire en matière de développement durable et de lutte contre le réchauffement climatique? Vous allez me dire c'est une tarte à la crème terrible. On en parle partout, mais vous imaginez bien que le président des États-Unis, ça l'effleure juste ce qu'il faut. Hein, drill, baby drill. Les Chinois, un peu plus quand même, bon, etc. Mais ce n'est pas un raisonnement. Parce que si tout le monde se dit qu'on ne fera rien parce que le voisin ne fait rien, on commence pas du tout. Moi, je n'en fais pas la politique centrale de nos collectivités, mais je souhaite qu'on y pense à chaque fois qu'il y a des investissements à faire. On a donc beaucoup investi pour avoir des bâtiments plus sobres et plus durables, en particulier en embauchant avec le TE un économiste de flux. On a des gros projets, parce que j'aime bien les petits projets ou les contrats dans lesquels on coche les cases. Mais ça ne sert pas à grand-chose. Il faut s'attaquer aux endroits où on fait en réalité des vraies économies. Et cet endroit-là, aujourd'hui, ça va être la modernisation des systèmes de chauffe de Capflo, qui est notre plus grosse consommation. Et on va passer très probablement en 2026 ou en 2027 sur de la géothermie couplée avec du photovoltaïque sur notre centre aquatique. Et puis, là, je dois dire que ça me paraissait être une danseuse. Un jour, dans le cadre d'un des nombreux contrats que nous avons signés avec l'État, monsieur le sous-préfet, on me dit il faudrait créer un polinarium. J'ai dit qu'est-ce qu'ils vont inventer encore? Et c'est pas si bête, parce que d'abord nos services, en particulier les services des espaces verts, sont beaucoup investis. En lien avec le corps médical, et les médecins me disent que ce n'est pas du tout inutile parce qu'on a de plus en plus de gens extrêmement allergiques. Ça permet, nous, de faire attention à ce qu'on plante comme espèce, mais ça permet surtout, puisqu'on a des espèces tests, et qu'on ne sait plus à quel moment dans l'année ça commence avec le réchauffement climatique, d'avoir des quantifications et des analyses qui immédiatement alertent les praticiens sur la nature des pollens qui sont libérés dans l'air. Et c'est pas très cher, et c'est pas du tout aussi anecdotique que je le pensais. Comme quoi, je peux me tromper de temps en temps quand même. J'ai les chevilles qui enflent, là, ça ne va plus du tout. Dans le même ordre d'idée, évidemment, on fait, mais toutes les collectivités le font, en sorte de favoriser la mobilité douce. Il y a quelques années, on a fait un gros travail pour adopter un schéma directeur cyclable sur l'ensemble des 42 communes de l'agglo. Et aujourd'hui, on le met en œuvre. Alors, ce n'est pas une chose simple parce que, évidemment, on ne peut pas tout faire d'un coup. Et donc, les gens se disent « Ah ben, il faut un bout de piste cyclable et puis ça débouche nulle part. » Non, quand on fait
une piste cyclable, ça veut dire qu'on sait qu'on viendra la brancher un peu plus tard et qu'on a en tête un itinéraire qui permet aux gens d'aller d'un point à l'autre. Le meilleur exemple que l'on puisse donner, c'est l'entrée de ville de la Selle-la-Forge, que l'on vient brancher sur la rue de l'Égérudière et qui permettra à l'ensemble des lycéens habitant sur la Selle-la-Forge d'aller en vélo en site propre de la Selle-la-Forge jusqu'au lycée Jean Guéhenno sur Flers sans avoir à rencontrer une seule voiture. Voilà, c'est ça la philosophie. Elle semble évidente, mais je vois que ici ou là, c'est pas ça qui se fait. Et je pense qu'il faut tenir ce cap-là. Bon, tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Beaucoup. Et donc, il faut tenir nos finances. Et tenir nos finances, ça veut dire ne pas tarir la source de nos finances. Et qu'est-ce qui ne tarit pas la source de nos finances dans une intercommunalité qui est basée sur l'économie comme la nôtre, et qui l'a toujours été? Elle vivait à l'origine entièrement avec de l'impôt économique, c'est soutenir l'économie. Je vais vous donner quelques exemples très précis. Sur l'affaire Thémacé, chacun sait, je regarde José Collado, qu'on avait la Ferté-Couture dans l'ancien immeuble de Contade. Et aujourd'hui, et donc il est vide, et aujourd'hui on va y installer une entreprise qui s'appelle ADN 61. Sur la zone des Essarts, monsieur le maire de Saint-Georges, c'est une zone qui est aujourd'hui complète. Et puisqu'on va vendre la dernière parcelle au garage BFO. Là aussi, j'insiste sur la capacité financière de l'agglo. Une zone comme ça, que l'on construit, mais que l'on met, parce qu'on a été exigeant, hein, j'en étais d'accord avec les maires de Saint-Georges qui se sont succédés, et qu'on met 10 ans à commercialiser, il faut faire le portage financier pendant 10 ans. Ça, les communes ne peuvent pas facilement y résister. Et nous, on arrive à le faire. Sur la zone de la poterie, on a aussi des constructions qui sont en cours, mais vous avez dit hier soir, monsieur le maire, que vous n'aviez pas l'autorisation de communiquer dessus. Je ne vais pas me hausser au-delà de ma condition en faisant plus que vous sur votre propre commune, mais c'est un beau projet. Sur la zone du champ de course, on a l'ouverture d'un KFC. Alors, on me dit de temps en temps, mais monsieur le maire, vous devriez faire des choses plus utiles que d'ouvrir un KFC. Mais moi, je n'ouvre pas les KFC, hein, et je suis encore moins équipier dans le KFC parce que vous mangeriez très mal. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous avez ce type d'enseigne nationale et internationale qui, au terme d'une étude de marché, décide de venir sur la collectivité, ça veut dire que vous avez quand même un minimum d'attractivité. Et je ne vois pas en quoi et pourquoi on leur mettrait des bâtons dans les roues. Donc on les a évidemment accompagnés. Sur Athis-Val-de-Rouge, on va favoriser par une vente l'extension d'une entreprise qui s'appelle DMF, c'est de l'usinage. Je vous l'ai dit tout à l'heure en parlant du pôle d'économie sociale et solidaire au Pré-Neuf, quand on a réussi à faire monter sur le plateau de Caligny Thermocoax, les Anglais du groupe Spirax m'ont dit « Monsieur, on monte sur le plateau de Caligny et on se développe ici, mais vous nous achetez nos 2 usines. » Vous pouvez pouvoir le faire. On les a achetées. On est en train de transformer celle de Saint-Georges et on a vendu, ou on est en train de vendre, les promesses de vente est faite, l'usine de Thermocoax sur non pas Athis-Val-de-Rouge, mais Saint-Pierre-du-Regard, dont je salue la maire que j'ai vue tout à l'heure. Pour autant, tout ne va pas bien. Et on a eu un gros pépin cette année. Le pépin, c'est Forvia-Messé. Moi, je le voyais venir depuis des années. Et je vais vous dire pourquoi. Alors, Forvia, c'est ex-Forestia, hein, comme vous savez.
Sur Forestia Flers, il y a maintenant 15 ans, on a réussi à faire en sorte que les 3 usines, celle de la Blanchardière, celle de la Butte-aux-Loups et celle de Saint-Georges, celle du bois de Flers, puissent monter sur le plateau de Caligny. On a réussi à faire en sorte, avec la région, avec le département, qu'on y adjoigne des capacités de recherche et de développement, que l'on y adjoigne des capacités d'enseignement supérieur dans le domaine concerné et qu'on y adjoigne, ce qui n'existe nulle part ailleurs, un centre d'essai mécanique qu'aujourd'hui nous avons repris en gestion directe. Quand on a ces éléments-là, de la production, de la recherche et du développement, de la formation et des moyens d'essai, on donne des perspectives à l'industriel. Madame la sénatrice, à bientôt. On donne des perspectives à l'industriel. Elle fait ça pour durcir l'épreuve, je la connais. Et en plus, elle voudrait parler. Merci Nathalie. Évidemment, quand on n'a pas ces éléments-là, et qu'on a une autre usine du même groupe, mais d'une division totalement différente, puisque ce qui se faisait, c'était des pots d'échappement, etc., et non pas des glissières et des articulations, qu'on n'arrive pas à avoir d'accroche pendant des années et des années. Je parle sous le contrôle de monsieur le maire de Messé. On se dit qu'un jour, il y aura un pépin. Sur Forvia Flers, en réalité, l'ensemble des éléments qu'on avait mis en place ont conduit les décideurs internationaux de Forvia, non pas à réduire les effectifs chez nous, mais à les réduire en Pologne. Je ne m'en réjouis pas, mais je préfère quand même que ce soit en Pologne que chez nous. D'accord ? De l'autre côté, ça n'a pas été possible, parce qu'il n'y a jamais eu d'investissement, il n'y avait pas de recherche et de développement, et donc on avait la catastrophe. On a, avec Jérôme Nury, travaillé pour que le plan social soit le moins mauvais possible. Je crois qu'on y est arrivé. Mais aujourd'hui, on a un site énorme en plein cœur de Messé, et le risque, c'est de se retrouver avec une friche industrielle qui va se dégrader dans le temps en plein cœur d'une belle commune comme Messé. Et là, je vais vous dire une chose, c'est la puissance de feu de Flers-Aglo qui doit parler. Mais pour qu'il y ait une puissance de feu sur Flers-Aglo, encore faut-il que nos comptes soient sains et qu'on ait une épargne de précaution qui permette d'être un interlocuteur et qui permette d'initier des solutions. C'est ce que nous allons faire. Je ne dis pas qu'on va réussir, mais le but, c'est d'éviter une vente de ce site à la découpe, dans lequel les morceaux les plus utilisables vont être repris, parce qu'on fait le travail pour identifier les repreneurs possibles, et le reste va rester comme friche qu'on va venir proposer, c'est couru d'avance, aux collectivités territoriales. On essaie de faire, sur ce chantier qui s'ouvre, qui est absolument fondamental, en sorte que les entreprises du secteur qui voudraient participer à leur réindustrialisation soient traitées le mieux possible, mais que ceci se fasse dans l'ordre, et donc avec un opérateur qui sera peut-être, parce qu'il faut qu'on trouve un accord, Flers-Aglo. Pour faire ça, mesdames et messieurs, il ne faut pas que vos finances soient dans le rouge. Si les finances sont dans le rouge, on n'en parle même pas, vous n'êtes pas un interlocuteur. Conserver l'industrie, c'est aussi prévoir à 15 ans, 20 ans. Et donc, on maintient la création de nouvelles zones d'activité. C'est, Madame le maire de la Selle-la-Forge, la zone du Jardinet, qui est quasiment vendue. On a le permis de Point P, on a une entreprise de pliage métallique, on a un restaurant, on a un village d'artisans, on a d'autres touches qui sont moins certaines, mais certaines viennent s'y substituer, donc tout va bien. On a aussi la nécessité
de lancer dès 2026 les études pour la zone des 5 chemins à Briouze, pour la zone des Jossières à Flers, pour la zone des Patraires à Flers et pour la zone de la Coquerie, monsieur le maire d'Athis-Val-de-Rouvre, puisque j'ai pu m'entretenir encore hier avec monsieur le président du conseil départemental qui s'engage à faire le barreau routier qui nous est nécessaire et à le financer, parce que comme je suis prudent, je lui ai dit « mais qui le paye ?» Et la réponse a été de dire « non, il faut lancer cette affaire », je l'en remercie vivement. Alors on fait ces zones-là parce qu'on a de la demande. On ne les fait pas parce qu'il faut équilibrer les zones sur l'agglo. Hein, ça c'est une tentation, ça s'est fait dans le temps. Non, on les fait parce qu'on sait qu'on va les remplir. L'approche philosophique est un peu différente sur Normandie-Neuve. Sur Normandie-Neuve, en réalité, donc sur le site, vous avez évidemment Forvia, vous avez Thermocoax, vous avez Lemoine, vous avez les outils de recherche et de développement, vous avez les outils d'essai. Et on a décidé maintenant, il y a 6 ans, de doubler la zone. Pourquoi ? Moi, je voyais venir de manière drastique le renforcement de toutes les législations en matière de zéro artificialisation nette de terres agricoles. Et on s'est dit, je n'étais pas seul, hein, la région et le département y participaient, on s'est dit il faut y aller, et il faut y aller dès maintenant. Et ça nous donne un avantage compétitif énorme dans le département de l'Orne, mais aussi dans l'ancienne Basse-Normandie, où il n'y a pas de zone de ce type, puisque en réalité, aujourd'hui, pour poser une entreprise sur un terrain, même si le terrain est constructible, il faut 4 à 5 ans. Parce que vous avez les études faune-flore qui vous durent 1 an, parce que vous avez la loi sur l'eau, parce que tout ça, c'est fait. Toutes les voiries sont faites. Les VRD sont faites. Donc aujourd'hui, l'entreprise, et on a quelques touches, j'évoquerai évidemment pas publiquement, mais l'entreprise qui va nous dire « je viens », on va lui dire « vous faites votre permis » et vous vous installez, parce que tout le reste est fait. Et ça, c'est un avantage compétitif absolument énorme. Et je reviens aussi sur la nécessité de ne jamais faire de l'industrie seule, mais de toujours veiller à ce qu'il y ait localement de la formation en adéquation avec ces métiers. Ça va être le cas avec l'ouverture d'une licence maintenance en 2025 sous la houlette et l'autorité de l'Institut Lemonnier à Caen. Et c'est le cas aussi, puisqu'on technique les choses avec une licence pro en lien avec le BTS Découpe sur le lycée Guéhénou. Vous voyez, c'est toujours en réalité un ensemble. Ce n'est pas des coûts, ce n'est pas des annonces, ce n'est pas de la politique à l'ancienne, c'est un ensemble qui doit être conduit. J'en viens, je vais finir par m'égosiller, j'en viens aux autres aspects liés à l'attractivité du territoire. Parce que quand vous avez tenu vos commerces et votre industrie, merci ma chère, ça va aller encore pour l'instant. Quand vous avez tenu votre commerce et votre industrie, quand vous avez structuré le territoire, encore faut-il que le territoire reste attractif, ou plus exactement, continue à développer son attractivité. C'est vrai pour la vie associative et sportive. Donc, ça veut dire de nouveaux équipements. C'est vrai pour la nouvelle piste d'athlétisme. Alors, vous allez me dire, oh, bah, dis donc, elle est moche, hein, et puis elle est noire, et puis c'est du goudron. Alors, non, ce sera une piste en résine, mais on était trop avancé dans la saison pour que j'autorise la pose de cette résine. Alors on me disait, mais monsieur Gouasdoué, c'est une année électorale, il vaudrait mieux
que les équipements soient finis. Enfin, c'est n'importe quoi. Je veux dire, posé dans de mauvaises conditions, vous perdez 10 ans de vie sur une piste comme ça. Donc on va attendre que ce soit fini et on posera la résine au moment où techniquement on pourra la poser sans difficulté. C'est aussi, monsieur le maire de Cerisy, la rénovation du parcours santé sur le mont de Cerisy. Et puis, hélas, c'est compliqué parce qu'on a un patrimoine immobilier très important. J'en parlais tout à l'heure sur la sobriété de ce patrimoine-là. Ce sera cette année la réfection de la toiture de la Maison des Jeunes et de la Culture. Renforcer l'animation sur le territoire, si je vous en parle, je vais vous lasser. Donc je préfère vous laisser regarder un petit clip. Et puis ça va me permettre de boire un coup. Voilà, c'était vachement bien parce que à chaque fois, ils me remettent des trucs. Là, voilà. Ça m'a permis de boire un coup, ça va mieux. Dernier point, parce que je ne veux pas abuser. Tout ce que je viens de vous dire, c'est l'expertise et le faire. Mais il faut aussi le faire savoir. Donc mes services m'ont proposé, je ne suis pas très friand de ce genre de choses parce que je suis un peu pingre et donc regardant l'utilisation de l'argent public, m'ont proposé d'essayer de qualifier le territoire. Parce que c'est vrai que même si on s'entend tous bien dans nos bassins d'emploi, on est quand même tous en concurrence. Et chaque territoire essaye de se promouvoir ce qui est naturel. On l'a fait en matière touristique avec une marque qui s'appelle Montagne de Normandie. Je pensais que ça ne fonctionnerait pas et ça fonctionne vraiment très bien. Et on voudrait le faire pour Flers Agglo et la ville de Flers avec une marque qui s'appelle Naturellement Effervescent. J'étais très réticent parce que je pense que ce genre de choses sont l'effet est difficilement quantifiable et ça coûte un peu cher. Et bon, on m'a expliqué qu'on allait faire deux choses différentes des campagnes publicitaires habituelles. On m'a expliqué que d'une part, on n'allait pas survendre le territoire, qu'on allait vendre uniquement la vérité et ce qui se faisait sur notre territoire, et que d'autre part, les gens qui allaient le vendre, ce n'était pas Yves Goasdoué, ce n'était pas les maires de nos communes. Les gens qui allaient le vendre, c'était des gens qui étaient volontaires, attachés à leur territoire, et ça donne honnêtement quelque chose d'assez différent. Je vous propose de voir ça. Ok, donc je suis Cathy, j'ai 46 ans, j'habite à la Selle-la-Forge. Je suis Sophie, j'ai 54 ans et je suis installée à Flers comme fleuriste depuis 25 ans. Je m'appelle Ludovic Roulier, j'ai 42 ans et je suis commercial chez Snob 61. Je m'appelle Jeanne, j'ai 22 ans, je suis originaire de Flers. Je m'appelle Serge Levert, je suis né à La Ferté-Massé et j'habite à Villours-Noulmes. J'en connais qui vont rigoler. Ce qui fait qu'on reste là ou qu'on va pas chercher ailleurs aussi, c'est la qualité de vie qu'on a ici. Quand je redescends ici, c'est la nature, le calme, on respire.
Il y a tout ce qu'il faut ici. On peut faire du sport. Au niveau culturel, il y a tout ce qu'il faut également. Il y a une infrastructure sympa. Sur le territoire est Fleur-Aglo et je dirais quand même que tout est proche. Moi, ce que j'aime, c'est que comme je reviens toujours à cette, on va pas dire petite ville, mais à cette ville de taille humaine, c'est qu'on se connaît tous. Je ne ressens pas le besoin d'aller ailleurs. Je suis très bien ici. Quand on est bien, pourquoi aller changer ?